cette campagne ne va pas soulever d'emblée l'enthousiasme. On se dit, oh là là, des gens condamnés à perpétuité sont des grands tueurs, voire des grands malades, et militer pour qu'on les relâche dans la nature, bon, ça pose quand même quelques questions. Et puis, si on est un peu méticuleux, on regarde les chiffres d'un peu près et on apprend qu'aux États-Unis, il y a aujourd'hui, donc en 2022, plus de gens emprisonnés à vie qu'il n'y avait de prisonniers toutes peines confondues dans les années 70. Et on voit qu'à partir de 70, il y a une véritable inflation en fait des enfermements à vie. Les tribunaux font exprès de faire traîner les tactiques légales. Ils font traîner parce qu'ils savent que le pronostic vital de nos vieillards incarcérés est incertain. Donc ils font traîner parce qu'ils savent que nos prisonniers vont mourir en attendant une justice qui ne viendra jamais. Oui, bonjour à tous. Nous sommes le 12 octobre, Journée internationale de la réparation. Le 12 octobre, c'est le jour où des Espagnols sont débarqués là-bas dans le continent qu'on appelle Amérique. Julia, c'est à toi. C'est quand tu veux. Rimumia. Je voudrais vous parler d'une raison de mon optimisme. J'ai un très profond optimisme qui plonge ses racines dans mon histoire et aussi dans votre histoire, dans l'histoire de la diaspora noire. C'est que nous avons toujours résisté. Et je voudrais parler un petit peu de notre façon de résister. Quelques exemples. En 1968, les étudiants qui se rebellaient et qui envahissaient l'université de Columbia ont saccagé les placards de leurs profs, ont découvert que leurs profs étaient en fait des employés de la CIA et ont trouvé au fond de ces placards des dossiers emplis d'algorithmes calculant les facteurs d'instabilité des peuples frères africains. En 1971, un autre groupe d'étudiants anti-guerre du Vietnam, dans une petite ville de Pennsylvanie, cambriole les quartiers généraux du FBI, y ouvre aussi des placards et découvre pour la première fois des documents prouvant l'existence d'un groupe qu'on ne connaissait pas, le COINTELPRO. En 2021, soigneusement étiqueté et rangé dans des boîtes, dans un placard d'une salle d'une université de Pennsylvanie, on retrouve par hasard des ossements d'au moins 2 enfants brûlés vifs lors du bombardement du groupe Eco-Radical Move, bombardement qui eut lieu en 1985. Ces ossements n'avaient pas été restitués à leurs parents et servaient à des cours d'anthropologie légiste. En juin de cette année, dans une cave humide d'un tribunal d'une petite ville du Mississippi, la famille
d'Emmett Till, cet enfant noir lynché en 1955, eh bien, sa famille trouve une boîte poussiéreuse contenant un mandat d'arrêt vieux de 67 ans contre Carolyn Bryant. Arrestation qui n'a jamais eu lieu car cette dame avait 2 enfants à élever, 2 enfants à charge. Or, c'est sur la parole de Carolyn Bryant, dame blanche, que l'enfant noir fut lynché en 1955. Nous accusons les États-Unis de commettre la mort par incarcération. En 2022, une coalition d'organisations s'est constituée autour de prisonniers condamnés à perpétuité aux États-Unis. Et ceci pour lancer, le 15 septembre dernier, une campagne pour l'abolition de ce que les militants ont appelé l'autre peine de mort, à savoir des peines à rallonge qui dépassent l'espérance de vie des gens, ou même des condamnations assorties d'une possibilité de liberté sur parole, mais qui dans les faits ne sont quasiment jamais révisées. Tout ceci aboutissant à ce que des centaines de milliers de personnes aux États-Unis soient aujourd'hui condamnées à mourir en prison. On peut s'en douter, avec un nombre croissant de prisonniers du 3e, voire du 4e âge, on voit surgir une nouvelle problématique qui est celle de la maltraitance des personnes âgées, puisque bien évidemment les prisons ne sont pas adaptées à ce public-là, pas plus d'ailleurs qu'elles ne sont adaptées à tous ceux qui, et ils sont nombreux, ont des désordres mentaux. Alors, en ce qui concerne les prisonniers activistes, ils se sont constitués en ce qu'ils ont appelé le Comité pour le droit à rédemption. Autrement dit, pour ce qu'ils considèrent comme le droit de tout être humain, même lorsque on a commis des fautes graves, généralement dans son jeune âge, quand on avait 15 ans, 20 ans, etc. Donc le droit d'exiger que la communauté des autres êtres humains examine votre parcours après des décennies d'incarcération pour juger comment vous avez évolué, si vous avez mûri, si vous vous êtes amendé, bref, si vous êtes devenu une autre personne, une meilleure personne pour la communauté humaine. Et donc, ces gens, condamnés à mourir en prison, ont, en septembre 2022, lancé cette campagne pour que les États-Unis en finissent avec leur posture qui consiste à refuser, pratiquement systématiquement, de réexaminer les dossiers au cas par cas pour voir où en sont ces gens qui ont 50, 60 ans, 70 ans ou plus. Vu par exemple de la France, et surtout pour des gens qui n'ont pas eu à militer sur les emprisonnements aux USA, il est probable que cette campagne ne va pas soulever d'emblée l'enthousiasme. On se dit, oh là là, des gens condamnés à perpétuité sont des grands tueurs, voire des grands malades, et militer pour qu'on les relâche dans la nature, ça pose quand même quelques questions. Et puis, si on est un peu méticuleux, on regarde les chiffres d'un peu près et on apprend qu'aux États-Unis, il y a aujourd'hui, donc en 2022, plus de gens emprisonnés à vie qu'il n'y avait de prisonniers toutes peines confondues dans les années 70. Et on voit qu'à partir de 70, il y a une véritable inflation des enfermements à vie. Alors comme il n'y a pas de boom démographique correspondant, on se dit certainement qu'il y a eu un pic dans la criminalité et là, stupéfaction, non, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas plus ou moins de criminalité à ce moment qu'ultérieurement ou que maintenant. Donc, qu'est-ce qui fait
qu'on enferme les gens de plus en plus à vie. Et on cherche maintenant à comprendre quel est le facteur ou quels sont les facteurs déclenchants. Là, ce qu'on voit, c'est que concrètement, tout a débuté il y a une 50aine d'années, quand la Cour suprême, en 1972, a déclaré la peine de mort non constitutionnelle. Ce qui, dans plusieurs États, a donné le signal de la multiplication des peines à perpétuité sans liberté conditionnelle. Mais on voit aussi que 4 ans plus tard, la même Cour suprême est revenue sur sa décision, donc en 1976, qu'elle a à ce moment-là réaffirmé la constitutionnalité de la peine de mort. Ce qu'on voit, c'est que la dynamique enclenchée d'incarcération à vie s'est poursuivie. Et en fait, si on y regarde de plus près, on voit que, donc depuis le rétablissement de la peine capitale en 1976, ce sont essentiellement les cours fédérales qui ont fait barrage au flot des condamnations arbitraires à la peine de mort qui ont été rendues par les tribunaux des États. Condamnations arbitraires, c'est-à-dire avec des dossiers vides, avec un biais racial énorme, etc. Et on voit que les cours fédérales ont cassé en fait 40% des sentences qui avaient été adoptées par les États. Et cela grâce à une procédure dite d'habeas corpus, selon laquelle les juges fédéraux peuvent examiner les procès qui ont débouché sur une condamnation à mort. Alors bon, tout ça, ça ne nous dit quand même pas quelle est la source de cette avalanche de condamnations et de cet enfermement de masse dont les États-Unis détiennent le record mondial. En regardant de près, on voit qu'en fait, c'est la résultante de choix politiques qui ont été opérés en particulier dans les années 80 et que ces choix n'ont pas été motivés par l'augmentation de la criminalité. En fait, ces choix visaient expressément, dans un contexte de libre-échange mondialisé, à réduire le coût de la main-d'œuvre par la mise en place sur le sol des États-Unis de ce qu'on appelle le complexe carcéral industriel comme alternative à la délocalisation à l'étranger des entreprises. On voit aussi qu'il s'est agi de maintenir l'ordre dominant qui était de plus en plus contesté, depuis la guerre du Vietnam, la lutte contre la ségrégation, etc., et qu'il s'agissait aussi d'anéantir la contestation, d'où les records également en termes d'emprisonnement politique. En fait, concrètement, le leadership révolutionnaire est éliminé physiquement en quantité, et sinon, il est exfiltré de la société par enfermement, voire par placement à l'isolement dans les prisons. Derrière tout ça, l'État justifie en produisant un discours comme quoi l'emprisonnement c'est efficace et c'est juste. Et on nous explique en fait que oui, ça neutralise le malfaiteur, c'est un châtiment. Donc ça répond au côté biblique un peu punitif, quoi, et puis un petit peu loi du talion. Et puis que ça a un effet dissuasif. Ce qui n'est pas du tout prouvé dans les études, mais qu'à cela ne tienne. Ce qui saute aux yeux, c'est que il n'est plus du tout question de réhabilitation ou de préparation à la sortie. Pour parvenir en fait à remplir les prisons, puisque de fait ce sont devenus très largement des unités de production avec une main-d'œuvre captive, eh bien les États procèdent en fait à l'adoption d'instruments ad hoc. Alors avec des législations telles que la perpétuité pour 2 ou 3 délits consécutifs, ça dépend des États, quelle que soit la nature du délit, consommation de drogue compris, quoi. En résumé, on assiste à des condamnations longues de masse qui augmentent, l'octroi des libertés conditionnelles et des grâces qui s'effondrent, le nombre de morts par incarcération qui s'accroît à un rythme exponentiel. Et parmi ceux ciblés, soi-disant, sur le côté dissuasif, on voit aussi qu'il y a des migrants illégaux en masse, quoi. Et en fait, dans tous ces gens-là incarcérés à vie, il y a un peu de tout, et on découvre que la plupart n'ont tué personne et que beaucoup n'ont même pas commis de délits violents.
Et on comprend bien que les États, d'une manière générale, ne sont pas intéressés par la réhabilitation des prisonniers. En fait, c'est pas le but. Or, loin de s'améliorer, dans les années 90, on assiste à un basculement juridique qui s'opère dans le sens de davantage encore d'arbitraire dans la société. J'avais parlé de cette procédure dénommée l'habeas corpus, qui est un droit, enfin historiquement c'est un droit que le peuple avait arraché en Angleterre au roi. D'ailleurs, c'était à l'époque du Code noir en France, hein, c'était en 1679 que la population avait obtenu là-bas ce droit. Et en fait, c'était contre l'abus de pouvoir et ça permettait à toute personne arrêtée de pouvoir contester la légalité de sa détention en déposant une requête écrite. Et donc, aux États-Unis, dans leur héritage culturel, anglo-saxon, c'était considéré comme la garantie, ou la marque qu'on n'est pas en dictature, que c'est une société libre. Et d'ailleurs, historiquement, aux USA, ça avait été cet habeas corpus, le seul. Mumia, qui avait dû faire face en 1995 à un premier mandat d'exécution, il était incarcéré depuis 14 ans à l'époque, en 1996, l'habeas corpus, c'était l'espoir. Parce que cette législation, elle avait vocation à corriger les jugements et les arrêts inconstitutionnels des cours d'État. Or, c'est le moment où la société états-unienne fait en fait un bond en arrière. Je ne sais pas si, en dehors des militants, le gros de la population s'en rend compte, mais c'est un pas en arrière décisif. Parce qu'en fait, en 96, on entre dans l'ère des lois sur le contre-terrorisme et pour une application effective de la peine de mort, qui va donc abandonner les condamnés au bon vouloir des juges d'État, en accordant à ces juges d'État ce qu'ils appellent une présomption de rectitude relativement aux conclusions qui mènent à leur verdict. Et dans une affaire comme celle de Mumia, on sait ce qu'il en est avec quelqu'un comme le juge Albert Sabot, hein, qui disait qu'il allait voir comment faire frire le nègre, en parlant de Mumia. Autrement dit, dans ce milieu des années 1990, et on n'est pas encore aux attentats du 11 septembre, hein, on est dans le milieu des années 90, la société en fait opère un virage, et humainement parlant, une régression. Et on est en train de s'acheminer progressivement vers un régime d'exception, une espèce d'état d'urgence, où les garde-fous, comme l'habeas corpus quand même, qui était un héritage de 200 ans, ces garde-fous sont effacés. En fait, on est en train de s'acheminer lentement mais sûrement vers la dictature. Les tribunaux font exprès de faire traîner les tactiques légales. Ils font traîner parce qu'ils savent que le pronostic vital de nos vieillards incarcérés est incertain.